Bonjour et bienvenue dans la rumeur. Information exclusive, soi-disant révélée. Je cause avec toutes les voix Température baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage. la rumeur, elle aussi, grossit. L'homme est intelligent parce qu'il possède une main, écrivait Anaxagore. L'homme sera peut-être considéré comme intelligent parce qu'il possédera une extension cognitive. L'homme augmenté, ou le rêve des transhumanistes, prend de plus en plus de place, comme un futur socle possible de notre humanité. Éradication de la mort, nouvelle espèce humaine, jusqu'où irons-nous et à quel prix? En d'autres termes, nos corps et nos gènes vont-ils devenir le nouveau champ d'une logique concurrentielle sans fin? Pour répondre à ces questions, je me retrouve avec Alexandre Maurer. Bonjour Alexandre Maurer. Bonjour. Vous êtes postdoctorant en informatique et vous êtes porte-parole de l'association française transhumaniste Technoprog, qui se donne comme but de promouvoir les technologies qui permettraient les transformations des conditions biologiques et sociales de l'humain. Jean-Noël Lafargue, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et professeur à l'université Paris 8 en arts et nouveaux médias et vous avez publié Intelligence artificielle, fantasmes et réalité aux éditions Le Lombard. Et enfin, Georges Chapoutier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié avec Frédéric Kaplan L'animal, l'homme et la machine aux éditions CNRS Publications et vous êtes neurobiologiste et philosophe. Tout à fait. Alors pour commencer, nous parlons de transhumanisme. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on considère à l'heure actuelle les technologies qui vont dans une directive transhumaniste. Alors, donc il y a plusieurs axes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes encore à la préhistoire du transhumanisme, mais il y a de nombreuses pistes qui sont extrêmement prometteuses et comme on l'a vu avec beaucoup de progrès techniques, des fois ça va très très vite. En quelques années, on peut avoir des progrès assez fulgurants, donc il faut se tenir prêt pour observer chaque piste. Donc alors l'aspect qui revient le plus souvent, c'est tout ce qui est allongement de la durée de vie en bonne santé, donc vraiment ralentir le vieillissement. Donc ça, on fait déjà énormément de trucs sur les souris, par exemple. Donc on arrive à ralentir en vieillissement, parfois à le stopper, même parfois à rajeunir des souris. Et il faut savoir également qu'il y a certains animaux qui ne vieillissent pas biologiquement, comme une certaine méduse. Donc, si vous tapez méduse immortelle sur Google, vous allez trouver des informations. Donc le vieillissement n'est pas du tout une espèce de fatalité biologique comme on pourrait le croire. Et si on le comprenait mieux, on pourrait peut-être trouver des moyens de le ralentir, voire de le stopper ou de l'inverser. Alors l'autre aspect, c'est tout ce qui est prothèse. Donc quand on voit des documentaires sur le transhumanisme, on voit souvent des images de prothèses de bras ou de jambes, parce que c'est des images très graphiques, mais bon, bah, ça à mon avis, ça donne une image qui est un petit peu fausse du transhumanisme, parce que le but du transhumanisme n'est pas de se couper un bras pour se mettre un bras robotique à la place. Par contre, on peut imaginer des prothèses qui seraient beaucoup plus intéressantes, comme par exemple tout ce qui pourrait augmenter nos sens, ouïe, odorat, toucher, et aussi tout ce qui est commande par la pensée. Donc on fait déjà des dispositifs rudimentaires de pilotage par la pensée, donc on pourrait imaginer à terme jouer à des jeux vidéo par la pensée, taper au clavier par la pensée, et pourquoi pas même communiquer par la pensée. On fait aussi des expériences rudimentaires dans ce sens-là. Alors ensuite, il y a tout ce qui est augmentation cognitive, donc de nos capacités cognitives. Donc on pense bien sûr à tout ce qui est intelligence, mais ça peut être aussi tout ce qui est empathie, créativité, capacité à créer des liens avec autrui, tout ce qui est cognitif au sens large. Ouais, récemment, on a commencé à avoir une espèce de proof of concept, par exemple, de greffe de neurones. Donc, en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour, par exemple, lutter contre la maladie d'Alzheimer, mais en faisant ces recherches, on s'aperçoit que, de la même manière, comme on peut réparer des cerveaux qui sont en train de se dégrader, on pourrait peut-être aller au-delà et augmenter certaines capacités cognitives. Donc ça, c'est le versant un petit peu biologique. Ensuite, il y a un versant qui est beaucoup plus futuriste et informatique, c'est tout ce qui consisterait à simuler intégralement le cerveau humain. Donc c'est un peu l'objectif, peut-être un petit peu exagéré, du fameux Human Brain Project en Suisse, qui vise à terme à simuler un cerveau humain complet. Donc là, ça pose bien sûr la question philosophique de est-ce qu'une simulation intégrale d'un cerveau humain est aussi consciente que nous? Bon, c'est un problème complexe, mais qu'est-ce qui permet de dire le contraire en même temps? Et bien sûr, si on arrivait à transposer une conscience humaine sur un support informatique, ça ouvrirait des perspectives totalement vertigineuses. Déjà, en termes d'augmentation possible des capacités cognitives, il n'y aurait de limites que les limites de l'informatique, donc ça pourrait être multiplié d'un facteur 100, 1000.
et aussi une possibilité de faire des copies ou des sauvegardes de sa propre conscience. Et enfin, par exemple, ça pourrait être extrêmement utile dans tout ce qui est exploration spatiale, parce que le corps humain tel qu'il est actuellement n'est pas du tout adapté à l'exploration spatiale. Donc il faut, pour envoyer des fusées, ça demande des charges énormes de carburant pour envoyer des toutes petites charges, alors que nous consommons énormément de ressources, mais si on pouvait envoyer des esprits informatiques dans l'espace, ça pourrait être très prometteur. Bon, là, je parle vraiment de quelque chose qui est très lointain, contrairement aux autres aspects qui sont peut-être plus proches de nous. Et enfin, un dernier aspect qui n'est pas forcément vraiment du transhumanisme, mais qui intéresse la plupart des transhumanistes, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et automatisation. Donc tout ce qui pourrait permettre d'automatiser le travail et d'aller vers une société post-travail. Donc c'est ce qui demanderait bien sûr de penser à comment on pourrait redistribuer tous ces bénéfices de l'automatisation d'une manière qui soit profitable à la société dans son ensemble. Je crois qu'il faut opposer, suite à ce qu'a dit mon collègue, deux formes de transhumanisme. Ce que j'appellerais le transhumanisme raisonnable et le transhumanisme délirant. Il y a le transhumanisme raisonnable qui est finalement la continuation de ce qu'a fait l'homme depuis qu'il a créé des technologies. Il s'est augmenté par ses bibliothèques, par ses outils, par ses appareils, par ses ordinateurs, par ses fusées. Et effectivement, il arrive à se transformer même lui-même maintenant par des pacemakers, par des choses comme ça. Et toute cette évolution-là va dans ce sens. C'est un transhumanisme raisonnable qui fait que l'homme va de plus en plus utiliser sa technologie pour s'améliorer, pour s'augmenter, etc. Et puis, mais il reste un homme, il reste un animal humain, je serais tenté de dire. On y reviendra peut-être. Et puis alors, il y a ce que j'appellerais le transhumanisme délirant, ou science-fiction, si on veut, qui n'est pas absurde, mais qui est rejeté à un niveau de durée tel que ça paraît peu plausible dans l'état actuel des choses. Alors, dans les choses qui ont été évoquées, par exemple, l'immortalité. L'être humain, même avec toutes les technologies qu'on veut, il n'est pas fait pour être immortel. Donc pour faire quelque chose d'immortel, il faudrait vraiment une transformation absolue. Il faudrait des choses comme par exemple transférer la pensée humaine dans des machines. On en est très loin. Je ne crois pas un instant pour l'instant au projet qui est qu'on pourra simuler la totalité du cerveau dans l'état actuel des choses. C'est trop compliqué. J'ai un collègue qui avait commencé par vouloir simuler un rat, il a terminé en simulant des vibrisses du rat, tellement c'était compliqué. Donc je pense que ça c'est des choses qui sont de la science-fiction, ou alors qui sont à des niveaux tels qu'on ne peut pas imaginer les atteindre. Alors bien sûr, la science-fiction, depuis longtemps, a imaginé qu'on pourrait transférer l'intelligence humaine dans des machines qui pourraient... Effectivement, on peut imaginer des tas de choses, comme aller visiter des planètes très lointaines qui sont en dehors de nos technologies, mais ça, je vais te dire, c'est un transhumanisme qui est autre chose, qui nous remet à une période qui n'est plus la nôtre. Donc on peut raisonner sur le transhumanisme raisonnable tout de suite, et puis sur le science-fiction, on peut rêver. Ouais. Mais comme je disais, ce ne sont pas des choses qu'on dit, bon, ça va arriver dans 10-20 ans. Non, ce sont simplement des pistes. On ne sait absolument pas si ou quand ça pourrait arriver, mais en poursuivant ces pistes, on fera sans doute des découvertes qui seront extrêmement intéressantes dans une perspective transhumaniste. Oui, mais alors je reviens par exemple sur un thème qui m'est plus familier en tant que biologiste, la durée de la vie, par exemple. Oui. L'homme, c'est un animal, on y reviendra encore une fois, et heureusement qu'il l'est, qu'il a ce contrôle animal pour ne pas devenir un peu n'importe quoi alors qu'il est. Eh bien, c'est un animal qui, si on arrive à éliminer les maladies, par des techniques technologiques, bien sûr, qui sont très favorables, on arrivera à vivre tous 110, 120 ans. Si on veut aller plus loin, déjà, sans même parler d'immortalité, hein, oui. Si on veut aller plus loin, si on veut aller des gens qui pourraient vivre 300, 400 ans, alors là, il faudra bouleverser l'homme. Il faudra faire un homme qui aura sa puberté à 80 ans, sa ménopause à 250, et là, on arrive à quelque chose qui est presque pas imaginable de nos jours. Il faudra en quelque sorte modifier la biologie de l'homme pour en faire autre chose. J'ai une vision poétique ou artistique de certaines choses. Je pense que l'immortalité humaine existe dans un sens, quand on lit un roman et qu'on vibre, on pleure, ou on rit de choses qui ont été écrites il y a 200 ans, c'est assez miraculeux en fait, quelque part. La personne qui est morte a réussi à nous transmettre une partie d'elle-même par-delà le temps, et tous les outils qu'on utilise, etc., sont le fruit d'inventions qui sont très anciennes. C'est ce qu'on appelle le time binding, donc le fait que nous, humains, on est capable de profiter de choses, de technologies, d'idées qui sont bien antérieures à notre naissance. Par exemple, on utilise le feu, on le maîtrise assez bien, alors que chacun de nous n'a pas eu à réinventer le feu ou la roue, etc. Bon voilà, ça c'était une vision un peu poétique des choses. Sinon, ce qui m'intéresse moi, par rapport à mes recherches personnelles là-dessus, c'est plutôt, je ne vais pas dire la propagande, mais plutôt les espoirs et tout qu'il y a autour, plutôt que la réalité elle-même. Je n'ai pas la capacité à vous dire si on arrivera à allonger la vie de 100 ans ou 200 ans.
Pour le moment, on a des limites biologiques qui sont connues. Et on rêve beaucoup de ça. Ce qui est assez rigolo, c'est plutôt les espoirs que ça donne aux gens ou le contraire. Quand on parle de transhumanisme, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben moi, j'ai vraiment pas envie de vivre 200 ans. » Alors que moi, si, j'adore. Ça dépend dans quelles conditions on serait. Ça dépend dans quelles conditions on serait. C'est très très important, c'est vrai. Ça change tout. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir à quel point tout un tas de fictions font que les gens ont l'impression, en ce moment, depuis quelques années, que tout un tas de choses sont apportées. Notamment l'intelligence artificielle, c'est incroyable, l'espèce de propagande qu'il y a autour. Propagande n'est pas le bon mot, mais il y a une espèce une ambiance comme ça où les gens ont l'impression que tout va arriver dans 2 secondes. Je me rappelle, il y a quelques semaines, on a parlé de programmes informatiques qui conspiraient entre eux pour mettre au point un code auquel les autres n'auraient pas accès pour communiquer. Mais tout ça, c'est plutôt médiatique qu'autre chose. On sait faire un ordinateur qui bat le champion du monde de Go, ça marche. Mais on a, pour le moment, et il va passer beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'on y arrive, on n'a jamais réussi à faire d'ordinateur qui avait envie de jouer au Go. Ça n'existe pas. L'ordinateur ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Parce que l'envie est animale et qu'on reste des animaux. On reste des animaux, on a tout un tas de pulsions. C'est déjà très intéressant de voir comment ça fonctionne. L'évolution est quand même quelque chose d'assez incroyable à observer. Voilà. Et quand je vois par exemple que je lisais un article d'un médecin qui expliquait que l'épisiotomie, donc la section du périnée pendant un accouchement, qui est quelque chose qui est très très courant depuis les années 20, on se rend compte maintenant que sans doute ça ne sert à rien finalement, l'accouchement dans la nature ça marche, il n'y a pas du tout de bénéfice, mais 45% des femmes sont soumises à ça. Quand je vois à quel point on maîtrise mal finalement la médecine de ce qui marche déjà, je suis légèrement inquiet de toutes les modifications qu'on voudrait pouvoir apporter sans maîtriser. Il faudra déjà comprendre énormément le vivant avant de pouvoir le modifier comme ça. Voilà. Enfin. Il y a déjà des choses, comme vous évoquez l'accouchement en particulier. Il faut quand même rappeler que sans nos technologies, la moitié d'entre nous ne seront pas en vie. Bien Donc, sûr. On est quand même déjà très fortement transhumanisé au sens raisonnable du terme. Tout à fait. Un truc qui me semble éminemment transhumanisme, c'est tout simplement le vaccin, parce que ça vous transforme en un humain qui est immunisé à une certaine forme de maladie de façon définitive. Donc on n'y pense pas, mais finalement, parce que c'est proche de nous et que c'est intégré, mais au final, c'est une forme de transhumanisme assez intéressante. Mais aussi sur tout ce qui est anticiper l'avenir. Et un exemple que j'aime bien prendre, c'est les voitures volantes, par exemple. Parce qu'il y a un siècle, tout le monde imaginait qu'en l'an 2000, on aurait tous des voitures volantes. Bon, finalement, on a toujours des voitures qui ont tristement 4 roues. Mais à côté de ça, on a eu la révolution informatique qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus impressionnante que des voitures volantes. Parce que des voitures volantes, c'est quelque chose qu'on pouvait facilement concevoir à partir d'une voiture qui existait il y a un siècle. Alors qu'on montrerait les smartphones actuels à quelqu'un d'il y a un siècle, c'est de la magie noire, quoi. Donc on ne peut pas imaginer dans quelle direction exacte le progrès va aller, mais il est quand même raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait certains progrès dans certaines directions, qu'on ne sait pas lesquelles, qui peuvent aller très très vite. Il n'y a qu'à voir la vitesse avec laquelle les smartphones ont colonisé notre société. Donc il serait déraisonnable de supposer qu'il ne peut pas y avoir de progrès parfois très rapides et inattendus dans certains domaines. Et au-delà de ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce progrès? Est-ce que, dans une logique en permanente, le progrès avance, alors allons avec, avançons avec les évolutions technologiques. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On a besoin, en ce sens qu'on le réclame. Pour l'allongement de la durée de la vie et la lutte contre les maladies, ça c'est quand même un vieux souhait qu'il est difficile de... Je pense que toute espèce animale, si on leur donne la possibilité, aimerait éliminer ces maladies. Donc ça c'est difficile de le contester. Maintenant, les autres choses, en particulier le développement considérable de la communication, ça c'est un besoin humain. L'homme est un être social. Il s'est transformé un petit peu, parce que sa crèche originelle, c'est la tribu. C'est la tribu de chimpanzés, c'est-à-dire le village, qui est assez harmonieux. On va chercher évidemment des épouses dans un autre village, mais le village s'entraide, les enfants handicapés sont pris en charge, etc. Et maintenant, on va vers une société internationale, tout à fait nouvelle, qui suppose des communications qu'on n'a plus, donc on va les retrouver par l'ordinateur, etc. On va faire en quelque sorte de notre super-humanité une sorte de village, avec encore beaucoup de défauts, bien entendu, puisque le village ou la tribu de chimpanzés nous manque, et on la reconstitue tant qu'on peut. On recrée des associations, des clubs, etc., parce que cette structure de base originelle nous manque alors qu'il est.
Et ça, c'est une réponse aussi à la question, est-ce qu'on en a besoin, qui est que souvent la technologie nous apporte des choses qui vont un peu au-delà même de ce qu'on est capable de... Comment dire, notre besoin de communication, quand les gens se retrouvent avec Twitter, le mail et tout, ils arrivent très bien à utiliser tout ça, on communique, mais parfois ça prend une échelle qu'on n'avait pas prévue et pour laquelle on n'est pas encore fait. Mais on s'habitue, on est une espèce qui passe Certaines son personnes temps. s'y habituent, pas toutes. Il y a des pathologies du coup. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a des pathologies sociales liées aux nouveautés, finalement. Dans une société idéale, il faudrait idéalement essayer de respecter l'envie ou non de chacun de s'augmenter par la technologie ou pas. S'augmenter au sens large, hein, dans le sens où le téléphone portable est déjà une augmentation. Bien sûr, c'est très difficile en pratique, mais par exemple, on voit aux États-Unis, il y a des communautés amish qui ont décidé de rester à un niveau technologique d'il y a 2 siècles. Bon, Bien sûr. pourquoi pas, enfin, c'est tout à fait respectable comme démarche. Alors, il y a d'autres justement qui voudront aller vers le plus de technologie possible, qui pensent que plus on est connecté, plus ça nous permet d'avoir des expériences intenses, plus ça nous permet d'avoir accès à du savoir. Donc, alors après, oui, c'est quand on pose la question, est-ce que ça répond à un besoin, il y a toujours la question de la pression sociale, dans le sens où les technologies, quand elles se développent, par exemple, ne pas avoir de voiture aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Ne pas avoir de téléphone portable, c'est encore plus difficile. Donc, Il y a des gens comme moi qui n'ont pas de voiture. Hein. ouais. Mais il faut Ah, vivre en moi non ville. plus. Moi Il non faut faire un plus. choix. Voilà. On vit dans une grande ville. La voiture, c'est possible. Le téléphone, ça devient Pas difficile. Internet, Oui, ça difficile. commence à devenir Oui. compliqué, par exemple. Oui, ça, c'est difficile. Internet, bien sûr. Donc oui, il y a toujours une espèce d'équilibre entre ce que les évolutions qui seraient faites parce que nous, les humains, désirons, et ce que nous faisons en réaction à une pression sociale. Mais c'est un espèce de combat permanent. Il faut essayer de revendiquer que les évolutions technologiques se fassent un peu plus pour ce que nous, humains, voulons, et un peu moins parce que en raison d'une contrainte Ce qu'on nous impose. qui nous est imposée par une société. En même temps, est-ce que vraiment la technologie va nous être... Alors elle va peut-être... Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que la technologie ne m'aide pas, au contraire. Hein, je prends la thèse sur le fait de considérer que... par exemple, par rapport à la communication, avant, on passait très peu de temps à communiquer. Au fond, on écrivait nos lettres à un moment, et puis voilà. Alors que maintenant, on en devient très dépendant. On est beaucoup sur nos téléphones à communiquer, etc. Donc, en soi, c'était un gain de temps. En réalité, c'est devenu une prise de temps bien plus importante. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que ces technologies qui pourraient, à l'avenir, en plus de ça, nous améliorer la vie, etc., ne pourraient pas nous enfermer, au fond, juste dans une utilisation qui serait qu'en lien avec elles et qui nous couperait d'autres situations, d'autres choses, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'au fond, l'homme, à un moment, sera cloîtré chez lui qu'avec ces technologies et tout simplement. Il y a des écrits de science-fiction qui disent ça. Maintenant, je pense que je reviens sur mon image du village. Avec nos communications, téléphone, etc., on veut reconstituer des communications qu'on avait au village avec nos voisins. Alors bien sûr, il y a une balance à trouver. Est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en étant sans arrêt sur l'ordinateur, moi mes enfants passent leur temps sur leur ordinateur, est-ce qu'on ne se coupe pas un petit peu de la communication traditionnelle avec les voisins? Ça, c'est un problème. Il faut poser la question à des sociologues. Alors, en fait, oui, toute technologie peut induire certaines utilisations qui vont être un petit peu pathologiques. Bon, par exemple, on pense tous à la personne qui va scroller son fil Facebook à l'infini avec un regard un peu mort. Mais je pense que toutes ces technologies, plus elles offrent de possibilités, plus il y a de risques d'utilisation pathologique. Mais ça demande de plus en plus d'éducation pour savoir bien les utiliser. C'est-à-dire les utiliser d'une manière qui nous enrichit. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en termes d'accès à l'information avec Internet, on a beaucoup plus de possibilités qu'il y a un siècle. Mais ça demande de savoir bien l'utiliser pour ne pas se faire, comme vous dites, happer complètement son temps dans un espèce de trou noir. Donc, je pense que oui, les technologies peuvent être un gain, mais ça demande de toujours plus d'éducation pour savoir les utiliser correctement. En d'autres termes, il faut de l'éducation pour trouver une sorte d'équilibre personnel. Oui, voilà. Mais ça nous amène à un autre souhait du transhumanisme, enfin dans les choses proposées dans le transhumanisme, qui est d'augmenter les performances. Et j'ai l'impression que ça répond à ça, au sentiment d'accélération technologique et tout. Il faudrait qu'on soit de plus en plus intelligent, de plus en plus attentif, de plus en plus capable. Et c'est assez rigolo finalement, cette espèce de réponse à un monde qui a l'air d'aller vite. Mais il n'ira jamais plus vite que nous finalement. Là encore, il y a deux manières de voir ça. Bon, par exemple, si on dit qu'on reproche au transhumanisme de toujours vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus.
Par exemple, quelqu'un qui cherche à lire beaucoup de livres pour se cultiver ou à faire son jogging tous les jours histoire de progresser jour après jour, on ne va pas dire que, ok, il en veut plus, c'est-à-dire il veut progresser sportivement, il veut se cultiver, mais personne ne va trouver ça malsain ou pathologique. Mais alors qu'à l'inverse, il peut y avoir des gens qui vont vouloir toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir. Là, ça peut devenir malsain, mais le fait de vouloir plus n'est pas malsain en soi. Non, c'est pas malsain. Donc On veut tous plus. Moi, j'adorerais pouvoir lire 5 livres en une journée, par ouais, exemple. Et puis, par exemple, tellement de tous les gens qui sont dans la rattraper. recherche aimeraient pouvoir vivre 200 ans, histoire de pouvoir continuer leur recherche pendant encore 100 ans. Donc le fait de vouloir s'augmenter n'est pas forcément une espèce de pathologie qui chercherait à combler nos insatisfactions. Plus d'argent, plus de pouvoir, ça c'est une vieille histoire Oui. qui remonte non seulement à l'homme, mais même à certains singes. On peut montrer que dans les troupes de chimpanzés, il y a des recherches comme celle-là. Oui. Et c'est vrai que cette logique, ce que je disais en problématique, en présentation, c'est que, en effet, si, imaginons, on arrive à une augmentation possible et qu'on se dit, bon, on a le choix, etc., mais en fonction des domaines professionnels et que si certains domaines vont être plus fermés que d'autres, je prends par exemple le domaine du sport. Le domaine du sport, si on dit à un sportif, tu te dois, pour le groupe, d'augmenter telle chose ou telle chose, est-ce que là, on ne rentre pas dans une logique, en effet, où c'est même plus un plaisir, où c'est même plus où ça répond juste à une nécessité sociale, une nécessité limite marchande. Est-ce qu'on peut pas avoir ça? C'est déjà un peu le cas. Hein. Ouais, le dopage. Surtout en Oui, sport. le dopage ou d'autres choses comme ça. Ceci dit, à l'inverse, on peut penser que le développement écologique, comme c'est le cas dans l'humanité depuis longtemps, va débloquer du temps et laisser à ce moment-là les hommes vivre une vie plus conforme à leurs souhaits ou un mode de vie plus agréable. Donc on peut très bien défendre la position inverse. Parce que pour l'exemple du sport, déjà le sport n'est pas une obligation. Enfin, nous n'avons pas besoin de faire des compétitions sportives pour vivre. Donc c'est quelque chose que font les gens parce qu'ils en ont envie. Et forcément, il y a des gens qui, par attrait pour la gloire ou le prestige, vont employer tous les moyens qui sont à leur disposition pour essayer de gagner, y compris des moyens qui peuvent vont consister à sacrifier leur propre santé Par exemple, il y avait quelque chose qui était vraiment extrême. C'était dans l'URSS, on avait des femmes sportives qui tombaient volontairement enceintes et se faisaient avorter à un moment de la grossesse, histoire d'être à un niveau hormonal maximal pour optimiser leur performance. Mais ce n'était pas volontaire, voilà. Elles étaient forcées en plus. Et donc il n'y a pas du tout besoin de technologie pour pour détruire sa santé dans le but d'atteindre une performance sportive ou un autre type de performance. Ça, c'est quelque chose c'est un peu un vice de l'humain, mais... On passe un cap où on peut créer des capacités qui sont hors cadre potentiellement dans le post-humanisme, si on va justement dans cette question de on s'augmente et on n'est pas juste dans une idée de soins, des pathologies ou voilà. Il y a un creux énorme qui peut se faire entre les gens qui ne vont pas être augmentés et ceux qui pourraient être augmentés. Donc on ne peut pas parler simplement aujourd'hui de simplement une activité où il y en a un qui va passer plus de temps à lire ou quoi. Il y a quelque chose qui est ancré en l'individu et où la personne elle ne peut pas faire le pont, elle ne pourra jamais accéder à certaines capacités qu'une personne augmentée aura. Donc et ça peut, moi j'ai l'impression que ça peut créer potentiellement, et j'aimerais que vous me répondiez sur ça, du coup des postes dans la société ou des places, etc., qui seraient inaccessibles pour les autres. Oui, c'est déjà un peu le cas. Hein. Oui. Déjà, quand l'homme est devenu, qu'il a parlé, bon, il s'est déjà séparé des gens qui ne pouvaient pas, des animaux qui ne parlaient pas. Mais ensuite, quand il a fait l'écriture, il y a ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas. Donc, je dirais, ces coupures, elles existent déjà. Alors, il est évident que plus il y aura de technologie, plus elles seront manifestes. Le danger devient de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on développe des technologies. Mais elles existent déjà dans le départ. Je terminerai sur une boutade, en quelque sorte. C'est une boutade, mais qui met ce qu'elle veut. Il y avait un dessin humoristique où on voyait un homme préhistorique qui avait inventé le silex taillé. Et donc ses copains disaient, avec une arme comme celle-là, toute l'humanité va être éliminée. Donc il faut prendre les choses un petit peu relatives. Mais c'est vrai que plus on développe, plus ça risque de laisser les gens sur le côté. C'est incontestable. Ouais. Donc ça suppose de l'éducation. Je pense que déjà dans le monde actuel, nous avons des inégalités, mais qui sont vraiment horribles. Nous, par exemple, en France, si on est de classe moyenne, on a l'opportunité de se demander quel type d'études on voudrait faire, quel métier on voudrait faire. Alors que si on était né dans un pays du tiers-monde, on se demanderait juste comment on va survivre le lendemain, et qu'est-ce qu'on va trouver comme petit boulot pour essayer de gagner de quoi manger. Donc les inégalités, elles sont avant tout économiques. Et s'il y a des inégalités liées au transhumanisme dont vous parlez, ce ne serait que le reflet des inégalités économiques préexistantes. Et moi, je trouve que ça m'énerve quand même un petit peu qu'on
d'un côté, on accepte un petit peu ces inégalités économiques. Oh, bon, ça va de soi, le monde est ainsi, on n'y peut rien. Et dès qu'on on nous parle d'inégalités technologiques qui pourraient découler de ces inégalités économiques, ah non, tout de suite, c'est pas bien, c'est la technologie, il faut interdire. Alors que, au final, ce n'est un peu que le reflet de notre paresse à résoudre les inégalités économiques dont découlent les autres inégalités. Et au contraire, sur les inégalités, je pourrais ajouter que le transhumanisme, au contraire, ça peut être l'opportunité de réparer les injustices biologiques de la manière dont on est né, quoi. Si certains gens sont nés avec un lourd handicap, eh bien, ces technologies peuvent aider cette personne à surmonter cet handicap, alors qu'avant, C'est déjà le cas. Voilà, Mais il faut encore qu'il y ait une volonté. Il y a des pays où tout le monde n'a pas accès à la médecine, d'autres, comme ici, où on a quand même très largement accès à la médecine. Ça fait d'énormes différences d'espérance de vie, de qualité de vie, évidemment. Hein. Tout ça, c'est assez logique. Il y a un film qui est assez amusant qui s'appelle Elysium de Neil Blomkamp, qui se passe sur Terre et aussi dans un tore qui est autour de la Terre, ou qui est à côté, donc en orbite. Et il y a les gens riches qui vivent en haut dans un monde relativement idéal, tout le monde a de la place, ils sont dans une santé parfaite, ils ont des machines qui leur permettent ça. Et puis sur Terre, les gens sont dans le bricolage, sont pauvres. Mais c'est une fable, en fait, finalement sociale, qui se rapporte à ce qui existe déjà. Les Pinson Charlot, les sociologues des riches, se sont amusés, par exemple, enfin pas amusés, c'est leur travail, ils ont bien étudié le corps des gens selon leur milieu. Et ils montrent que les bourgeois bien éduqués, etc., ont un corps différent, ils sont plus à l'aise, etc. Donc tout ça, c'est des inégalités qui existent déjà. Ils n'ont pas la même manière d'occuper l'espace physiquement. Oui, même les pathologies, hein, la consommation de tabac, etc., des choses comme ça. Voilà. Et donc tout ça existe déjà, alors on peut imaginer que ça ne va pas s'arranger avec plus de technologie. Ce qui est intéressant avec les technologies aussi, c'est le moment où on passe le cap, où on ne peut plus revenir en arrière. Et où on est obligé d'avoir la technologie, et puis où ça devient un luxe parfois de ne pas l'avoir. Il y a un dessin de Sampé très amusant, où on voit un paysan et puis le châtelain. Le paysan est à pied, puis il voit le châtelain passer à vélo. Quelques années après, le paysan a un vélo et le châtelain passe en automobile. Et quelques années encore après, le paysan est en automobile et le châtelain, lui, est à pied, tranquillement. Donc finalement, et c'est un petit peu ce qui se passe. Souvent, la qualité de vie, c'est de pouvoir se passer de connexion, c'est de pouvoir se passer d'automobile. Toutes ces questions, elles ont un rapport avec l'ensemble de la société. C'est assez finalement difficile de rapporter ça juste à une question d'inégalité. Il y a ceux qui sont augmentés, ceux qui ne le sont pas. Peut-être qu'être augmenté sera une mauvaise affaire en fait. Et peut-être que c'est uniquement les gens qu'on enverra devenir mineurs sur une lune de Jupiter qu'on devra augmenter par exemple, tandis que les gens qui vivront bien... Ça dépend de quelle augmentation, parce que l'augmentation de la connaissance, je pense aux bibliothèques, celle-là, elle est nécessairement favorable. Celle-là est nécessairement favorable. Oui. Tire toujours son épingle du jeu mieux que les autres. C'est vrai. Sauf si c'est une éducation qu'elle n'a pas demandé. Si on l'oblige à connaître des protocoles, des choses, voilà, on peut tout imaginer, quoi. Mais... Bon, après, ça va vraiment dans la science-fiction. De mineurs pour Jupiter, justement, ça me permet de rebondir un petit peu là-dessus. Déjà, je pense que si un jour on va sur des planètes aussi lointaines, les opérations de minage ne seront plus faites par des humains, clairement. Parce que technologiquement, c'est beaucoup plus facile d'automatiser ça que d'aller sur des planètes lointaines. Ah, il y a des choses qu'on Donc, du coup, nous avons avec cette technologie aussi l'opportunité de libérer presque complètement l'humain du travail. Peut-être qu'on ne pourra pas travailler ça seulement 3 heures par semaine. Mais si nous réagissons à temps et que nous repensons notre modèle économique, qui pour l'instant fonctionne parce qu'on peut encore donner à peu près du travail à plein temps à tout le monde, plus ou moins, avec un taux de chômage relativement faible. Mais si on persiste dans ce modèle concurrentiel et que d'un autre côté on automatise un grand nombre de métiers, ça risque d'amener à des crises sociales majeures, sauf si nous posons un moment et que nous réfléchissons sur comment faire en sorte que ces technologies, comme elles le devraient à la base, servent l'humanité, c'est-à-dire que...
Profite à que tous. profiter à tous, peut-être pas de manière Et parfaitement. libère du temps. Parce qu'il Voilà. faut organiser la société pour que cette libération puisse se faire. Il n'y a même pas forcément besoin de distribuer de manière absolument parfaitement équitable, mais ne serait-ce que cette idée de revenu de base qui commence à faire son chemin, eh ben, ça sera une première étape vers la libération du travail par la technologie. Quant aux planètes, j'ajouterais que les planètes froides du système solaire, la colonisation, c'est assez proche. Oui. Et froide. Et on va se rapprocher, on va aller un peu plus proche. On est allé dans Paris poser des questions aux Parisiens, savoir ce qu'ils pensent du transhumanisme. Exclusive, soi-disant révélée. Je cause avec toutes les voix. Radio baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'on monte, Origine de ce remue-ménage. Est-ce que vous connaissez le transhumanisme? Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai déjà entendu parler, mais sincèrement, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Non, je connais pas. Maintenant, oui. Il vient de m'expliquer. Un petit peu, mais pas très bien. Peut-être une forme de projection de soi envers un autre corps, peut-être. Je sais pas, un truc de laboratoire un peu. Bah, de manière générale, je connais les bases du principe de la chose. Moi, je suis pas trop pour les trucs comme ça en général, donc je sais pas trop. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce projet? De la peur. Ouais, c'est... Après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je sais, ils vont pas essayer sur moi. T'as capté? Pour moi, ça fait partie d'une des bonnes idées de progrès. Moi, en tout cas, je dirais pas à ma famille d'aller faire un truc comme ça, tu vois. C'est tentant. Et vouloir éliminer ou la maladie, dans un premier temps, on pourrait être tenté. Bah, ce qui me fait peur, et je pense, C'est que pas ce soit tant Google me fait qui peur. s'intéresse. Voilà, c'est surtout ça. Ce qu'on a à craindre, c'est que ce soit des entreprises comme Google qui s'emparent de ce genre de projet, et après on peut se dire, bah, si c'est eux qui détiennent le monopole sur toutes les technologies qui nous permettent. Après, oui, c'est le problème du monopole d'une D'arriver manière à un- générale. Mais bien au-delà, quand c'est non maîtrisé ou mal maîtrisé ou fait n'importe comment, par je ne sais qui aurait d'autres ambitions derrière tout ça. Et devenir immortel? Clairement pas pour moi. Je pense que c'est pas possible déjà. On doit se faire chier. Ouais, clairement, bah oui, attends. Moi qui ai tendance à tout remettre un lendemain en me disant que je suis immortel, alors c'est fini là. C'est pas possible, toute chose meurt. Un jour. Il n'y a pas de choses immortelles sur Terre. Surtout que pour moi, la richesse de la vie, c'est que justement, Elle s'arrête. elle s'arrête. Tu penses pas qu'on pourrait un peu mieux s'améliorer encore? Non, c'est déjà bien comme ça. Si déjà on peut vivre jusqu'à 80 ans, voilà. Là, pour l'instant, Là, ça va. je suis satisfait de mon corps, mais c'est sûr que ce sera pas toujours le cas. Hein. C'est bien, mais après, de toute façon, ils vont épuiser la Terre à bout d'un moment parce qu'ils seront trop sur la Terre et au final, ils vont mourir quand même. Donc voilà. La Terre pourrait devenir inhabitable, clairement. Donc là, par contre, je pense que ce serait vraiment flippant. On est né comme ça, pourquoi changer? C'est pas normal. Je dis SOS, faut faire gaffe, et je pense que la folie technologique va nous gagner, mais on va peut-être rien faire pour. On n'est pas des animaux, on va pas se charcuter pour faire des trucs bizarres, ça sert à quoi? Ah mais moi je trouve que ça enlève justement tout le côté humain, on va devenir des robots quoi. Si on pouvait tout contrôler, ça enlèverait même tout le sens de la vie, parce que la vie c'est pas quelque chose de contrôlable. Je pense que le problème ce serait de le voir comme un progrès purement technique, dénué de sens politique. Après c'est plus le système qu'il faudrait changer en fait. L'humanité en soi pourrait très bien se porter, hein, c'est plus le système qu'il faut changer. Je pense que ça va avec un tout. Si on veut un changement, il faut qu'il soit global et... que par exemple il n'y ait plus de clochards dehors. Et je sais pas si on en a vraiment besoin surtout. Mais faut faire gaffe, il y a vraiment... faut pas détruire, quoi, voilà. Et j'ai peur qu'on détruise déjà la planète, ça, 1. 2, tous les autres animaux. Et 3, je pense qu'on va s'attaquer à nous-mêmes, mais pas pour le meilleur. Exclusive, soi-disant révélée. Je cause avec toutes les voix. Radio baisse, plus les esprits s'échauffent. mais en même temps que l'on monte, Origine de ce remue-ménage. Si je peux intervenir, deux points. D'abord, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, c'est que dans les éditions qui sont là, il faut bien distinguer le transhumanisme délirant, la vie éternelle, qui est de la science-fiction, d'un transhumanisme courant, technologie, amélioration de la technologie, qui autrefois ne portait pas le nom de transhumanisme. Quand on créait des vaccins, on parlait tout à l'heure des vaccins, ou qu'on améliorait la santé, ou la vie humaine, etc. au XIXe siècle, on parlait d'idée de progrès. C'était la même chose. Ce qu'on appelle le transhumanisme, il y a peut-être plus de technologie, mais l'idée au fond est la même. Donc il faut bien distinguer ces deux aspects. Et puis il y a une deuxième remarque, quelqu'un a dit, dans les commentateurs, a dit, nous ne sommes pas des animaux. Si, heureusement. Heureusement que nous sommes des animaux. Par rapport aux excès de technologie possibles, ce qui nous maintient dans nos qualités d'homme,
c'est justement le fait qu'on a une base animale, qu'on est capable d'affection, d'amour, d'empathie, d'altérité, etc. etc. C'est notre animalité qui, paradoxalement, nous maintient à un certain garde-fou par rapport à un excès de technologie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y a quand même quelque chose qui ressort d'une peur. Nous, on n'a pas à transformer. Je veux dire, on a essayé d'être le plus représentatif de ce qu'on a trouvé. On a demandé à quand même pas mal de gens. Et on avait quand même voilà, ces idées-là. On a quelque chose qui est quand même plus dans une volonté de ne pas aller vers ça. Dans ces témoignages. Pourquoi pensez-vous que du coup, ces témoignages sont dans cette direction? Tout à l'heure, vous disiez que justement ça pouvait amener à une envie, une non-envie, et là on a ça. Pourquoi vous pensez que les gens peuvent ne pas vouloir? L'envie dépend beaucoup du moment. Là, vous leur posez la question. Et évidemment, ils se disent une nouvelle technologie, est-ce que c'est bien? Est-ce que je me méfie? Et puis, ils vous répondent ça. Après, si on demande à n'importe qui s'il a envie de vivre 10 ans de plus, a priori, il est pour. Enfin, je pense que la plupart des gens sont pour. Je me demandais une chose sur la biologie. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'on arrive réellement à modifier notre... finalement par la génétique? Ah si, on pourrait. Attends, mais là, c'est ce que j'ai dit au début, on peut imaginer de sortir des structures de l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Je l'évoquais tout à l'heure, en débloquant le système pour avoir la puberté à 80 ans, la ménopause à 250, etc. Mais alors là, ça poserait des problèmes éthiques très graves, parce qu'on sortirait de notre espèce telle qu'on la connaît. L'améliorer, vaincre les maladies pour vivre jusqu'à 110, 120, on ne change pas notre structure. Mais changer l'homme tel qu'il est, alors là, ça poserait de graves problèmes, et je crois que personne n'est capable de répondre à la question éthique que ça pourrait poser. Oui. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Alors, par où commencer? Alors déjà, je vois que dans ces interventions, il y a beaucoup de gens qui sont contre. Déjà, j'évite d'utiliser le terme immortalité parce que ça a une connotation un petit peu métaphysique. Dans les milieux transhumanisme, on parle plutôt d'immortalité, c'est-à-dire du fait de ne pas vieillir, mais on pourrait très bien mourir dans un accident ou de manière volontaire. Mais de manière beaucoup plus modeste, parlons simplement de rallonger grandement l'espérance de vie en bonne santé. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Voilà. Oui. Après, ça dépend ce qu'on entend grandement, ça peut être 100 ans, 1000 ans, 10 ans. Oui, oui, je vois beaucoup de gens qui ont vraiment peur tout de suite dès qu'on parle de l'immortalité. Bon, déjà, la première réaction, ça va être j'ai pas envie de passer 50 ans dans un lit d'hôpital. Bon, là, il faut expliquer, bien sûr, que le but, c'est pas d'être vieux plus longtemps, mais de ralentir le vieillissement, d'être le plus longtemps en pleine forme. Mais une fois qu'on a expliqué ça, les gens ils vont vous dire mais qu'est-ce que je vais faire de 50 ans de vie en plus? Déjà, je sais pas quoi faire le dimanche après-midi. Moi, ça m'attriste un peu parce que je veux dire, j'ai posé la même question. Moi, je travaille dans un laboratoire de recherche. Je pose la même question à mes collègues. Ils sont 50 ans de vie en plus, ils sont tous pour. C'est vraiment, au final, peut-être parce que quand on est un peu dans le train-train quotidien, qu'on doit avoir un boulot alimentaire pas forcément génial, et puis que le soir on regarde la télé, on s'ennuie un peu, bah oui, 50 ans de vie en plus, ça semble pas formidable, mais encore une fois, c'est un peu une éducation sur, je veux dire, on a une quantité de choses qui est à faire aujourd'hui et absolument, je ne vais pas dire infinie, mais tellement grande qu'on ne pourrait même pas en faire un millième, même en vivant 500 ans. En quantité de livres à lire, de pays à voyager, de choses à créer, découvrir, concevoir, penser. On ne pourrait même pas en faire un millième. Donc à un moment, il faut prendre un petit peu de recul et se dire que si on s'ennuie, réalisons quand même le nombre incroyable d'opportunités que nous avons, même si on est simplement un Français de classe moyenne avec un petit revenu, ne serait-ce que grâce à Internet, la quantité de choses qu'on peut faire, apprendre, découvrir, créer, expérimenter. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on soit dans cette mentalité de se dire oh bah non, plus de temps de vie, qu'est-ce que je vais en faire vivement que je sois mort. La majorité des gens penseront que la vie est trop courte quand même. Oui. Mais beaucoup de gens s'ennuient, ça m'a toujours épaté. Je ne comprends pas qu'on puisse s'ennuyer, mais il y a des gens qui me disent très sincèrement qu'ils s'ennuient. Là, on est biaisé parce qu'on vient tous du milieu universitaire. Et dans le milieu universitaire, si on fait ce même sondage, je pense qu'on n'aura pas les mêmes. Je ne comprends pas qu'on s'ennuie quand on a un âge caduque, qu'on n'est plus en bonne santé, qu'on est dans son lit tout seul, qu'il n'y a plus d'amis, etc. Là, ça se comprend mieux. Mais quelqu'un de 30 ans, c'est pas causable. Ça paraît fou, mais ça existe. Et donc, je pense que la fin du travail, le gros enjeu de la fin du travail, puisqu'on peut quand même réduire énormément le travail, on pourrait aujourd'hui, mais c'est l'éducation au loisir, c'est que les gens sachent quoi faire le reste du temps, parce que certains ne savent pas du tout. Je ne pense pas que ce soit une éducation compliquée, il ne faut pas un bac plus 4 en éducation au loisir, mais simplement prendre le temps de réaliser qu'on peut faire plein de choses et que si on prend un peu de recul. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez des questions éthiques que ça poserait de modifier tellement notre biologie qu'on ne serait plus vraiment humain, mais là encore, ça pose la question qu'est-ce qu'on appelle être humain? Est-ce que c'est être humain au sens biologique J'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai dit que ça poserait des questions. Voilà,
Même si moi, ça pose des questions, mais on peut très bien changer très fortement notre nature biologique et rester humain au sens philosophique du terme. Tout à fait. Même pourquoi pas être davantage humain que nous ne le sommes Bien actuellement. sûr, bien sûr. Ça veut dire rester animal, ça veut dire Voilà. garder une part animale. Et donc pour revenir du coup à cette question, je disais d'éducation, d'inégalité, moi je pense par rapport à la question de la loi, qu'est-ce qu'on devrait protéger. Qu'est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, il y a quand même une nécessité à se dire, bon, si on pense une intégration de ces technologies, quel pourrait être le risque et du coup, quels sont les éléments à conserver? Je reviens à ce que j'ai dit, il faudrait protéger la tendance à l'empathie, la tendance à aller vers l'autre, etc. C'est-à-dire finalement, quand on gratte un petit peu, demander à ce qu'on protège l'animalité de l'homme, à ce qu'on ne touche pas de façon excessive à nos bases animales, émotionnelles, etc. etc. Parce que, enfin, on oppose souvent la technologie à l'empathie, mais par exemple, si on regarde les temps modernes avec Charlie Chaplin, là c'était vraiment une période où il y avait une technologie très déshumanisante, où il fallait faire des travaux extrêmement répétitifs, abrutissants. Donc là, on pouvait vraiment parler de technologie déshumanisante, mais on peut très bien imaginer une technologie qui soit beaucoup plus sophistiquée et qui nous permet justement de prendre plus de temps pour créer des liens avec les gens, même pour communiquer davantage. Bien sûr. D'ailleurs, on parlait par exemple, si on pouvait communiquer par la pensée, imaginons, ça ne me semble pas délirant à l'horizon de 50 ans, on pourrait créer de nouvelles formes de relations entre humains. Bien sûr, tout à fait. Et par exemple, on pourrait imaginer que des humains aient des possibilités d'armes et donc très importantes, de capacités de violence très importantes, qui pourraient... comment ça, il faut le réguler? Comment est-ce qu'on peut penser ça? Toute l'évolution du monde, le progrès va dans un sens favorable et défavorable. Chaque fois, c'est pareil. Les armes se sont développées en même temps que se sont développées des techniques très utiles et favorables de l'autre côté. Donc ça, toute découverte scientifique peut donner du bien comme du mal. Malheureusement, ça sera toujours comme ça. Sur cet aspect précis, moi je ne suis pas du tout pour le port d'armes comme aux États-Unis, mais aux États-Unis, vraiment n'importe qui peut se procurer une arme à feu et faire un massacre dans son école. Et au final, quand on se dit ça, même si on a régulièrement une fois par an environ, c'est quand même relativement peu pour 300 millions de personnes. Ça en fait quand même plusieurs millions qui ne pètent pas. C'est une question que je me suis souvent posée parce qu'on ne donne pas les chiffres. Voilà. Est-ce que le modèle américain, tout le monde peut avoir des armes, est meilleur que le nôtre ou non? Des armes au fond que les forces de l'ordre, bien sûr, les chasseurs et les délinquants. Si, sur les chiffres. Bon. Alors, sur les chiffres, j'ai été voir les chiffres, il y a 3 fois plus d'homicides aux États-Unis que chez nous. Oui, tout à fait. Mais qu'on soit pour ou contre, finalement, si on réalise 5 minutes que n'importe qui peut avoir une arme aux États-Unis et théoriquement peut tuer plein de gens, finalement, je trouve qu'on est relativement cool comme société, même s'il y a des 10 000 morts par an. Je crois que chaque année aux États-Unis, il y a 50 enfants qui tuent un parent. Oui, les enfants tuent davantage que les terroristes aux États-Unis. Ils tuent plus que les requins, ou enfin voilà. Oui, les requins, c'est très rare. Les requins, c'est très rare. Donc c'est l'exemple qu'on donne souvent. Il y a très peu de requins qui tuent. Mais sur les 10 années après le 11 septembre, on avait beaucoup plus de chances de mourir tué par un nourrisson que par un terroriste islamique. Tout à fait. Et est-ce que du coup justement on parle de progrès, l'évolution. Enfin moi est-ce qu'on peut pas se dire que du coup la machine, les technologies et du coup à terme peut-être est une forme d'évolutionnisme et que la machine pourrait nous remplacer à un moment qu'on aurait. Je peux te dire que la machine elle nous remplace déjà. Si c'est nous remplacer à titre partiel, c'est merveilleux. Au contraire, le but des machines, des outils, c'est de nous remplacer à titre partiel. Maintenant, s'il s'agit que le robot remplace totalement l'homme, alors ça c'est un tout autre problème, et là on est en pleine science-fiction à mon avis. Mais ça dépend si on parle de, par exemple, remplacer l'humain pour le travail, pour libérer l'humain du travail, là pareil, je suis totalement pour, on en a déjà parlé. Après, vous pensez peut-être à remplacer l'humain dans des tâches plus intimes, je sais pas, par exemple, avoir des relations avec des robots ou quelque chose comme ça. Ou même carrément, on pourrait imaginer que l'humanité future serait entièrement robotique, mais au final, ça dépend. Pour moi, il y a quand même deux types de machines. Il y a les machines qui sont là pour effectuer des tâches, pour automatiser des tâches un petit peu ennuyeuses, et les machines. On pourrait très bien imaginer qu'ensuite, là, comme vous dites, c'est de la science-fiction, mais que l'humain change peu à peu de support, qui modifie peu à peu sa nature. Alors peut-être qu'il serait plus humain au sens biologique du terme, alors que ça deviendrait donc ce que vous appelez une machine.
mais il pourrait très bien rester humain au sens moral et philosophique du Oui, terme. le transport de toutes les données, par exemple, d'un cerveau dans un structure artificielle. Pas forcément tout, ça peut être partiel, progressif. Alors, d'abord, j'y crois pas beaucoup. Et deuxièmement, je vous donne une objection qui est la suivante, c'est que, à mon avis, si on veut un jour arriver à reproduire un cerveau humain avec toutes ses capacités qui sont fantastiques, dans un petit volume de matière, il faudra prendre le même procédé qui a été fait par la vie. Il faudra faire une chimie du carbone, et donc il faudra refabriquer un être vivant. Je pense que l'idée qu'on puisse se transférer dans des systèmes purement mécaniques, en quelque sorte, ce qu'a fait l'évolution dans un petit volume de centimètres cubes, ça c'est absurde. Je pense que la capacité pour des cerveaux d'avoir des possibilités extraordinaires en un petit volume ne pourra se faire qu'avec la chimie du carbone, c'est-à-dire en fabriquant des êtres vivants. La question est la même. Un petit volume et avec une faible consommation d'énergie aussi. L'idée qui est dans, puisqu'on est dans ces histoires de simulation de conscience, l'idée qui est peut-être un peu naïve, celle qu'on a aujourd'hui, c'est ok, nous avons un connectome avec des neurones. Imaginons qu'on ait une machine qui permette de scanner tout ça et qu'on puisse simuler ça comme on simule n'importe quel autre phénomène physique. Est-ce que ce serait différent en matière de conscience, cette copie Je pense que non, mais pour le simuler parfaitement dans le même volume, il faudrait un cerveau. Il faudrait un cerveau de type biologique, je suis en train de dire. Je ne crois pas qu'on puisse se simuler dans une structure artificielle, ou alors il faudrait peut-être un machin grand comme la Terre. On peut, par exemple, s'il y a des petits jeux vidéo qui permettent de simuler une ville avec des voitures, de la même manière, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement simuler, si on connaît tout le graphe du cerveau, simuler les influx neuronaux électriques qui parcourent. Mais il passe dans des structures extrêmement minces parce que construit sur la chimie du carbone. Oui. Donc qu'on sait observer, mais qu'on sait pas encore. C'est tout petit. De toute façon, on en est loin, bien sûr. Je ne pense pas que le but ce soit de gagner du volume. Bon, ça fait, on a quand même relativement la place d'avoir tous un cerveau. Quoi. Mais ce serait plus, comme j'ai dit, bon. Une fois que si on pouvait transférer ça sur un support informatique, bon déjà ça permet, on n'est pas obligé de simuler aussi le phénomène de vieillissement par exemple, donc ça résout pas mal de problèmes. Bien sûr. Et aussi ça permet, par exemple, nous sommes tous limités par le volume de notre boîte crânienne parce que si on avait un crâne un peu plus gros, les nourrissons mourraient à la naissance. Donc c'est une contrainte biologique. On est un peu à la limite, oui. On pourrait imaginer, si par exemple, qu'on n'ait pas cette contrainte de place et qu'on ait un cerveau numérique qui, lui, pourrait se développer autant qu'il veut se développer. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je verrais plus un cerveau qui serait connecté à ce moment-là, qui pourrait avoir accès direct à des bibliothèques, etc. Oui. Et encore une fois, récupérer des éléments extérieurs pour les intégrer. Ça, je crois. Oui, et puis comme on dit, c'est pas soit homme, soit machine, c'est très progressif. Bon, déjà, je pense que nous sommes déjà un humain qui surfe sur Internet 2 heures par jour, et c'est déjà un homme-machine, parce que nous sommes interfacés de façon... L'écran, c'est une interface neuronale comme une autre. Ensuite, on peut aller plus loin, mais je ne pense pas qu'on va changer. On dit toujours transhumanisme, posthumanisme. Moi, je n'utilise pas beaucoup le terme posthumanisme parce que je pense que c'est toujours une transformation très progressive de l'humain. On ne peut pas dire à un moment précis, là, on cesse d'être humain. C'est l'histoire du bateau de Thésée, je crois, là, dont on remplace les pièces une par une, et au final, est-ce que c'est toujours le même bateau? Et nous-mêmes, d'ailleurs, parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on se remplace pas mal. Hein. Oui. Nous avons la conscience d'être le même être, mais on s'est beaucoup modifié. Notre langue reproduit toutes ces cellules en quelques semaines, je crois. Dans le cerveau, il y a quelque chose qui reste un peu fixe dans le cerveau, mais enfin, on se modifie pas mal. Hein. On renouvelle toutes les cellules du corps en 20 ans, 30 ans, je crois. L'idée du changement de substrat qui est rigolote, mettre notre pensée, c'est marrant, c'est ce qu'on veut sauver, c'est notre intelligence, la mettre sur un ordinateur, notre conscience. Ouais. Notre conscience, tout à fait, puisque l'intelligence, ça, on est là-dedans, mais la conscience, c'est encore autre chose. Changer de substrat notre conscience, on peut aussi se poser des questions vraiment de science-fiction. C'est une fois qu'on est un ordinateur pensant, qui n'a plus les mêmes besoins biologiques et tout, est-ce qu'on est la même chose? On ne sera plus. Non, on ne peut plus. Alors, il faut créer un cerveau de même type, carboné. Je ne pense pas qu'on va, comme dans certains films, supposons qu'on puisse le faire, on va simuler directement un cerveau qui sera tout seul dans un univers virtuel totalement vide. Non, bien sûr, il faut que le cerveau n'existe que parce qu'il interagit avec un univers, que l'univers soit virtuel ou réel. Il lui faut un univers avec lequel interagir. Et je pense qu'il faudra partir de quelque chose qui est très proche de ce que nous avons actuellement pour faire la transition progressivement. Leibniz qui disait que si on arrivait à refaire un cerveau entier, il pensait que c'était quelque chose d'assez mécanique, le cerveau quand même. Si on arrivait à le faire dans une énorme pièce comme un moulin, il disait, avec des rouages, etc., il imaginait que ça pouvait être quelque chose comme ça, qu'on arrivait à le faire fonctionner exactement pareil, regarder les rouages fonctionner et tout nous apprendrait pas plus sur la pensée. Et surtout, ce cerveau n'aurait pas d'interaction permanente avec l'environnement, qu'à l'animal qui est important. Mais ce qui est amusant, c'est qu'un chercheur, Jean-Louis Dessal, chercheur
à Paris 6 m'a dit exactement la même chose, pas à Paris 6, à Télécom Paris Tech, m'a dit exactement la même chose. Et il m'a dit, c'est pas parce qu'on arrive à simuler un cerveau entier qu'on saura comment fonctionne la pensée. On est quand même très très loin. Justement, mais ça c'est un côté, l'aspect un petit peu magique, enfin avec de gros guillemets de la technologie, c'est que là déjà en intelligence artificielle, on commence à développer des choses. C'est un mécanisme, une espèce de recette de cuisine qu'on a mis en place tout même, puis qui a appris avec un processus. Mais au final, on ne sait pas trop comment ça arrive à reconnaître une photo de chat, une photo de chien ou des choses comme ça. C'est pas qu'on ne sait pas, on sait très bien. Si, on ne peut pas vraiment dire qu'on ne sait pas. C'est que par contre, c'est une boîte noire. On ne voit pas le processus et il se fait sans nous. Ça, c'est une chose qui est vraie. Mais on sait quand même quel programme a été mis dans le... Non, on sait comment ça a été fait à la base, mais une fois qu'on regarde dedans, c'est une espèce de bouillie de chiffres. En tout cas, ça peut faire des surprises. Voilà, c'est ça qui est étonnant et intéressant pour nous. Mais l'idée, souvent dite qu'il y a tant de neurones dans le cerveau et qu'il suffit de faire un processeur avec le même nombre de connexions pour... qui sont d'ailleurs vertigineuses, d'autre part. Oui, et qui se modifient. Et qui se modifient. Le cerveau est plastique. Tout à fait. Mais voilà le deep learning qui est assez excitant, qui fait par exemple que AlphaGo a réussi à apprendre à jouer au Go en se battant contre lui-même, et puis finalement a réussi à trouver des règles et trouver des astuces qu'on ne lui a pas induites, on ne lui a pas expliqué ce qu'il fallait faire. C'est assez vertigineux, mais ça reste qu'une machine avec un programme, quoi. C'est pas encore... C'est comme dire que nous ne sommes que des assemblages d'atomes. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Non, mais disons que... C'est la complexité qui... Si on ne branche pas AlphaGo, si on ne l'allume pas, il s'en fiche. Ça ne change rien à sa vie. Nous, on a une espèce de principe vital. Je ne sais pas comment ça marche, mais on bien sûr, parce qu'on l'a optimisé pour un but précis, mais pas... Oui, bien sûr. Mais on est arrivé à un niveau de complexité tel avec l'évolution finalement qu'on est... Ça c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui du supervised learning, donc apprentissage supervisé. Mais non, le grand challenge de l'intelligence artificielle, c'est le unsupervised learning, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui apprennent d'elles-mêmes comme des bébés qui apprennent à toucher des objets, à comprendre des trucs. Mais le point de départ n'est pas le même. Enfin, disons que il y a plein d'espèces vivantes sur Terre qui ont toutes trouvé des solutions pour se pérenniser. Il y en a qui ne meurent pas, il y en a qui résistent à des conditions extrêmes, il y en a d'autres qui s'adaptent à un environnement précis, etc. Une machine qu'on recrée à partir de rien pour essayer d'imiter notre cerveau, ça ne sera jamais qu'une espèce d'imitation. Je ne dis pas ça parce que c'est ce que je pense personnellement, mais c'est vraiment en discutant avec des gens qui étaient dans l'intelligence artificielle, pour eux tout ça c'est assez évident. Ils trouvent un peu naïf la manière dont on présente les progrès de leur propre science en fait. Bien sûr, les médias exagèrent beaucoup les progrès de l'intelligence artificielle. Quand on dit que deux IA ont communiqué en créant un code, en fait c'est une proof of concept extrêmement simple. Mais bien sûr. Même des choses comme le langage, on est encore assez loin de voilà, un bébé, toutes les ambiguïtés qu'il y a dans le langage. Un bébé qui ne sait pas encore parler, si on lui fait une phrase fautive, il a un petit stress, on peut savoir qu'il voit que la phrase est fautive, alors qu'il ne sait pas encore parler. Un ordinateur, on peut lui dire n'importe quoi, et à moins qu'on lui ait dit tel genre de phrase est fautive, il le sait. Mais il n'a pas le sens commun que nous avons, qui n'est pas magique. Moi, je suis tout à fait matérialiste, mais qui est quand même le fruit d'une très longue évolution. Je pense qu'on peut aller vers une plus grande compréhension de ça, et que quand même si les progrès d'intelligence sont exagérés, ils sont quand même relativement vertigineux en termes de trucs qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et ils nous aident beaucoup à nous comprendre nous-mêmes, ils servent aussi à ça. Oui. Mais en tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, de laboratoire d'intelligence artificielle qui essaye de créer une conscience artificielle, par exemple. Je pense qu'on y viendra quand on aura maîtrisé des trucs plus basiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera un jour... Ça dépend ce que c'est que la conscience. Il y a même des biologistes qui considèrent qu'elle ne sert à rien. Oui. Donc c'est très compliqué la conscience. Bien sûr, bien sûr. Il y a des espèces vivantes qui ont sûrement pas du tout besoin de notre niveau de conscience, qui est peut-être une aberration même, qui est très, très bizarre, très compliquée. Les espèces fortement efficaces sont quand même assez fortement conscientes ou céphalisées, disons. Oui. Et si un jour on change de support, imaginons vers quelque chose de plus numérique, il faudra bien faire attention à également simuler la conscience et ne pas la perdre en chemin, sinon ce serait un peu dommage. Bien sûr. Mais il y a des espèces sans conscience, comme les bactéries, les bactéries, les blobs, etc., qui ont une efficacité... Même le niveau de conscience de certains animaux, comme le ver de terre, est assez les questions, c'est question un peu philosophique, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une créature qui ait la complexité intellectuelle de l'humain,
qui serait même indiscernable, mais sans être consciente. Je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Ouais. J'espère que, oui. j'espère que la conscience est une propriété qui est indissociable de ça. Mais, Tout à fait. Mais ça fait partie de nous. De toute façon, on ne peut pas vraiment séparer les choses. On est comme ça. Et notre technique fait partie de nous maintenant, finalement. On s'augmente comme ça. Je me rappelle, je ne suis pas très vieux, mais quand j'étais jeune, je connaissais une vingtaine de numéros de téléphone par cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de téléphone. Moi je n'ai pas de téléphone et pourtant je n'apprends plus de numéros de téléphone par cœur parce que je peux les retrouver facilement, parce que, enfin je sais pas, on a d'autres outils qui nous permettent de nous délester comme ça. Oui, ça ne veut pas dire qu'on devient plus idiot, c'est-à-dire qu'on utilise ses capacités sur autre chose que d'apprendre des numéros de téléphone. Tout à fait. Je vous remercie pour vos réponses. Nous avons fini ce débat. Je vous retrouve donc pour une prochaine émission et je vous laisse peut-être dire un petit mot pour si vous avez quelque chose à dire pour vous. Qu'est-ce que... Moi, je veux bien conclure sur ce que j'ai dit, que tous ces débats sur la technologie sont passionnants et très prometteurs si on maintient l'humanité de l'homme, c'est-à-dire finalement son animalité. Merci. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Là, on nous propose souvent des visions qui sont soit totalement utopiques, soit totalement dystopiques de la technologie, alors que justement, on nie un peu au final la complexité de la technologie qui peut avoir autant de promesses que de périls. Donc je pense que la bonne approche, c'est de voir ce que la technologie peut nous apporter, d'être totalement conscient des risques. En passant par exemple sur certains risques comme ceux d'intelligence artificielle, les transhumanistes sont même plus en avance que les autres parce qu'ils se posent des questions qui vont peut-être un peu plus loin. Et essayer de tirer le meilleur de ces technologies, tout simplement. Moi, j'ai très peur des technologies. Je les utilise beaucoup et j'aime bien, mais pas pour ces questions de science-fiction, finalement. Quand, par exemple, on remplace le poinçonneur, on parlait du poinçonneur tout à l'heure, par une machine, un composteur automatique, on passe son ticket, il ouvre les portes, il nous laisse passer, etc. On ne se rend pas forcément compte que la vitesse à laquelle les portes se ferment, etc., tout ça a été décidé, et pas forcément en fonction de ce qui nous arrange nous et de ce qui est bon pour nous. C'est pour que le flux soit rapide, etc., et on peut se faire mal, par exemple, avec ces portillons automatiques. Ils sont assez violents, ça c'est un petit peu arrangé, mais ils peuvent être assez brutaux. Les technologies sont déjà, pas un péril, mais disons, elles peuvent être utilisées au détriment des gens, et il faut toujours y être attentif, mais pas forcément se méfier de choses complètement hypothétiques et extrêmement lointaines. Il faut aussi les regarder aujourd'hui et voir ce qui change sur le temps d'une vie. Voilà. Bon, j'ai connu l'époque où le micro-ordinateur n'existait pas, où le téléphone portable n'existait pas, et je vois que ça fait quand même d'énormes différences et d'énormes bénéfices, et peut-être aussi des choses à surveiller, à vérifier. Voilà. Mais j'ai pas très peur de vivre immortel. Je pense qu'on n'y est pas. Voilà. Le studio, c'est fini. Moi, je vous laisse ici. Ciao. Information exclusive soi-disant révélée. Je cause avec toutes les